Bonjour, je m'appelle Marc Alévi et je continue dans la série concernant l'essor de la complexité. Et là, je voudrais vous parler de finalement ce qui est le plus quotidien, de presque le plus quotidien pour chacun d'entre nous, c'est le travail que l'on fait, c'est l'entreprise. Je suppose que nous sommes nombreux à nous rendre compte que la notion d'entreprise a incroyablement évolué depuis la révolution industrielle. Je pense qu'on a tous bien compris que le modèle justement de cette révolution industrielle, le modèle financiero-industriel comme on l'appelle aujourd'hui, n'est certainement plus le seul modèle et qu'au contraire, il commence à devenir un peu obsolète. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler parce que nous sommes en train de vivre ce que je vais appeler dans une autre causerie, les bifurcations. On est en train de vivre une bifurcation au niveau de l'économie, au niveau de la manière d'envisager la production de bien-être pour un maximum de gens. Parce que c'est ça l'économie. L'économie ne fonctionne que s'il y a effectivement des gens pour consommer ce qui est produit. Et pourquoi consomment-ils? Parce que ça leur procure un certain bien-être. Et donc ceux qui produisent ce bien-être, eh bien, ils sont rémunérés, ce qui permet de continuer à alimenter la machine et de permettre à l'économie d'évoluer. Donc on est là devant quelque chose qui est la vie de tous les jours, qui est terriblement complexe. Donc je raccorde ça à mon thème principal, c'est la complexité. Une entreprise, c'est finalement un ensemble de personnes, d'êtres humains. Et un être humain, c'est probablement aujourd'hui le système élémentaire le plus complexe qui existe en tout cas dans la biosphère. Donc la complexité de complexité, c'est une complexité au carré. Et l'entreprise est quelque chose qu'il faut regarder de près. D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un changement de paradigme, donc une bifurcation, et que l'entreprise de demain sera radicalement différente de l'entreprise d'hier. Alors, si on regarde l'histoire de l'économie, de la microéconomie, donc des entreprises, si on la regarde, on voit quoi? On voit que pendant très longtemps, le seul type d'entreprise qui existait, en gros, c'est trois choses. C'est la ferme, dans laquelle on cultivait la terre et on produisait les produits végétaux et animaux nécessaires pour nourrir les autres. Deuxième type d'entreprise, c'est la boutique, c'est le commerce, où d'un côté on approvisionnait avec ce qui venait de la ferme, et de l'autre, c'est le consommateur qui venait acheter ce dont il avait besoin pour vivre. Et puis le troisième type, c'était l'artisan. L'artisan qui fabriquait des choses dont on avait besoin, des objets dont on avait besoin. Et ça a duré très longtemps comme ça. Depuis la plus haute antiquité jusqu'en gros la révolution industrielle, l'économie, ça se résumait à ces trois pôles-là. Et puis, la révolution industrielle, ça a été quelque chose de colossal. Et ça, on l'oublie aujourd'hui parce que c'est devenu tellement banal qu'on s'en étonne plus. Mais la révolution industrielle, c'est des innovations techniques qui ont permis, en fait, de mettre à disposition de l'homme des densités d'énergie 1000, 10 000 fois, 100 000 fois plus importantes que dans le temps. Essayez de voir, pendant le Moyen-Âge, par exemple, quelles étaient les sources d'énergie disponibles. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était d'abord la musculature humaine, aidée par la musculature d'animaux de trait du genre un bœuf, un cheval ou un âne, plus un peu d'énergie du vent avec les moulins, ou avec de l'énergie de l'eau avec les moulins à eau. Ça s'arrêtait là, c'était des niveaux d'énergie extrêmement bas. Donc il n'y avait pas vraiment la possibilité de rentrer dans une logique de production de masse. C'était pas possible. En revanche, avec l'invention du moteur à vapeur d'abord, du moteur à explosion, un moteur thermique après, et du moteur électrique encore après, on a multiplié par 1 million la densité d'énergie disponible. Et à ce moment-là, on pouvait se dire, on va mettre des machines partout, on va pouvoir alimenter ces machines et les faire produire infiniment plus, infiniment mieux, avec infiniment moins de fatigue. Et donc, on est rentré là, dans quelque chose qui est un modèle industriel, sans aucun problème. Les mots sont clairs. Nous sommes dans l'économie de masse. Et l'économie de masse, c'est pas une insulte en soi. Ça dit simplement qu'on produit beaucoup pour satisfaire beaucoup de besoins, avec beaucoup de techniques et avec beaucoup de gens. Une fois qu'on est rentré dans l'économie de masse, il s'est passé très vite quelque chose, c'est que cette économie de masse avait besoin d'investir pour pouvoir produire encore plus, encore moins cher.
Et pour ça, il a fallu du financement. Il a fallu aller chercher des banquiers, il a fallu chercher des bourses pour drainer du capital vers les entreprises. Et donc, ce qui était le modèle industriel est très vite devenu le modèle financiero-industriel. Jusque-là, rien que du banal. Là où ça devient tout à fait intéressant, c'est que pour pouvoir rentrer dans la logique financiero-industrielle, il faut produire beaucoup, mais pour produire beaucoup, il faut vendre beaucoup. Et le premier argument de vente, c'est le prix. Donc, autrement dit, toute l'histoire financiero-industrielle est une bagarre de tous les jours pour faire baisser les prix de vente, donc les prix de revient. Et toute l'histoire du XXe siècle, par exemple, c'est l'histoire de toutes ces innovations managériales qui ont permis de faire baisser les prix de revient. 1908, Henry Ford lance la Forte sur le marché avec l'idée derrière la tête géniale que c'est une voiture tellement bon marché que tous ses ouvriers pourront s'en acheter une. Qu'est-ce qu'il dit, Henry Ford, quand il lance cette idée? Il dit la Forte, vous pouvez l'acheter de toutes les couleurs que vous voulez à condition que ce soit le noir. Ça a l'air d'être un gag, je peux vous assurer qu'Henry Ford, c'était pas un gagman. Il dit simplement quelque chose. Si vous voulez faire baisser les prix, il faut standardiser. C'est tout. Et toutes ces innovations-là sont passées par l'automation, par l'automatisation, par la robotisation, etc., etc., etc. Toujours avec l'idée de faire baisser le prix, faire baisser le prix, faire baisser le prix. Très bien. Avec un souci. Avec un souci, c'est qu'à un moment donné, pour faire baisser le prix, et là on est dans les années 85-90, 1985-1990, si on veut encore faire baisser les prix, il n'y a qu'une seule manière qui reste disponible, c'est de faire baisser la qualité. On lésine sur la qualité des matières premières, de la main-d'œuvre, etc., etc. Et très vite, une réaction se met en place contre ça. Et en France, on a un exemple extraordinaire qui est un personnage dont on peut discuter à perte de vue, mais c'était symboliquement un personnage intéressant, c'était Jean-Pierre Coff, qu'on touchait à la qualité de tout ce qui était alimentaire. Il hurlait dans tous les médias que ce qu'on produisait en faisant ça, c'était de la merde, si vous vous souvenez de ça. Et donc, Jean-Pierre Coff, il était le symbole un peu de cette révolte en disant le prix, oui, d'accord, mais pas pour n'importe quoi. Il n'y a pas que le prix, il y a aussi la valeur des choses. Et donc là, c'est un élément qu'il faut méditer, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de basculer de manière sensible pour toute une série de métiers, d'une économie du prix bas à une économie de la meilleure valeur d'utilité. Il vaut peut-être mieux acheter moins, mais de meilleure qualité, parce que c'est plus durable, et finalement, sur la durée, ça coûte moins cher. Et donc, il y a là un basculement tout à fait intéressant. Pour le dire autrement, nous sommes progressivement en train de quitter le modèle financiero-industriel, donc l'économie de masse et l'économie de prix bas et l'économie de productivité, vers quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce que c'est le déclencheur? Parce que je reviens toujours avec mes mots à moi. Nous sommes en train, au niveau économique, au niveau de l'entreprise, de vivre une bifurcation, un changement de paradigme, donc l'émergence d'une nouvelle logique économique. Quel est le déclencheur de ça? Il y en a deux. Il y en a deux. Aujourd'hui, l'économie de masse, classique, plus il y a de consommateurs, mieux c'est, et plus ils consomment, mieux c'est. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, pour pouvoir alimenter l'économie avec les ressources dont elle a besoin, il faut des gisements de ressources. Et si on veut faire croître la consommation et la démographie, il va bien falloir faire croître de manière parallèle les stocks de ressources. Mais c'est le contraire qui se passe. Plus on puise dans les stocks de ressources de la Terre, moins il y en a. Donc autrement dit, on a d'une part une croissance démographique et une croissance de la consommation par tête de PIB qui se multiplie et qui font une exponentielle incroyable, mais en face, on a une pénurisation des ressources naturelles qui est en train aujourd'hui de se manifester extrêmement clairement dans toute une série de domaines. Donc, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Il y a de plus en plus de gens qui veulent consommer de plus en plus, mais il y a de moins en moins de ressources pour pouvoir produire ce dont ils ont besoin, ou aussi croient avoir besoin. Donc on voit bien que c'est pas possible. On voit bien que l'équation n'est pas possible.
On ne peut pas produire plus avec moins de stock. Alors, on va me dire, oui, mais il y a quand même les ressources renouvelables. Les ressources renouvelables, là je vais être très péremptoire, c'est la plus grande imposture de nos 30 dernières années. Quand on me dit par exemple, et c'est un cas que je connais très très bien, que l'énergie renouvelable c'est par exemple les éoliennes, c'est une absurdité totale. C'est une absurdité totale. Ce qui est gratuit ou infiniment renouvelable dans l'énergie éolienne, c'est le vent. Tant qu'il y a un soleil, il y aura du vent, on est d'accord. C'est de l'énergie extrêmement diluée qu'il faut reconcentrer pour la rendre utilisable par l'homme. Et d'autre part, pour pouvoir la reconcentrer, il faut des moteurs qui coûtent. Ça s'appelle l'éolienne, ça s'appelle le circuit électronique, ça s'appelle les condensateurs, ça s'appelle tout ça, qui coûtent en termes de ressources incroyablement trop cher. Donc ça n'est pas utilisable à long terme. Une éolienne est une aberration thermodynamique. Donc il faut bien comprendre là maintenant que l'énergie renouvelable, c'est un rêve de gamin. Rien n'est renouvelable dans l'univers. L'entropie est la force la plus forte que toutes les volontés humaines et tous les orgueils humains. Donc il est extrêmement clair qu'on ne peut pas faire quelque chose avec rien. Donc forcément, si on veut produire quelque chose, il faut que nous puissions avoir des ressources de bonne qualité. Et les ressources de bonne qualité, eh bien, il y en a de moins en moins sur la Terre. Pourquoi ? Parce qu'on les a consommées. Parce que nous les avons extraites depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. En gros, en 150 ans, nous avons épuisé 80% des stocks de ressources naturelles qui ne se renouvelleront pas. Alors, tant qu'on est avec les 20% qui restent, on peut tenir le coup et tout le monde vous dit, vous allez voir, ça va aller. Il n'y a pas de problème, on va faire la transition énergétique, on va faire tout ça. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est juste faire de la fuite en avant. Donc, thermodynamiquement, il est extrêmement clair que nous devons basculer d'une économie de masse et de consommation à une économie de frugalité. Alors ça, c'est pas sympa. Je sais, vous n'aimez pas que je dise ça. On va devoir basculer dans une économie de la frugalité. Ça veut dire consommer beaucoup moins et beaucoup mieux. Moins mais mieux, c'est ça le secret. La frugalité, c'est en tout ce qu'on fait, faire moins mais mieux. Donc, quelque part, est-ce qu'on est prêt à entendre ça ? Est-ce qu'on est prêt à se dire, dans le fond, je vais faire la différence entre le nécessaire et le superflu, je vais éliminer le superflu et je vais me concentrer sur le nécessaire. Est-ce que l'homme de la rue est capable de faire ça ? Est-ce qu'il est capable de comprendre ce basculement ? Est-ce qu'il est capable de faire l'effort personnel ? Si on est en Europe, peut-être, mais peut-être un début de prise de conscience, dans les pays qui émergent à peine de la misère, aller expliquer à un Chinois qui, du temps du maoïsme, devait se contenter d'un bol de riz par jour, aller lui expliquer qu'il doit rentrer dans une logique de frugalité. Il va vous répondre très gentiment, c'est bien, vous les Européens, ça fait 3 siècles que vous vous goinfrez, à mon tour, pendant un petit temps quand même. Hein, donc il y a très clairement là une espèce d'impasse, il n'empêche, je pense que c'est par l'exemplarité que les choses vont évoluer. Donc il faut qu'on rentre dans une logique de frugalité. C'est pas facile, c'est une décision personnelle, j'entends bien. Je suis pas moraliste, donc je n'ai pas à dire ce qui est bien et ce qui est mal. Je dis simplement que si on veut que le monde soit viable pour nos petits-enfants, il est peut-être temps de faire 2 décroissances fondamentales, et ce n'est pas la décroissance avec un D majuscule, mais 2 décroissances fondamentales, une décroissance démographique, c'est en train de se faire naturellement d'une part, et d'autre part, c'est la décroissance matérielle, de consommation matérielle. Pour le dire autrement, je crois que l'équation qui a prévalu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir que bonheur égale consommation, est une équation fausse. Je crois que le bonheur et la joie de vivre ne vient pas de la consommation. Bien sûr qu'il faut une consommation minimale pour être bien, mais la consommation ne rend pas heureux. C'est une erreur colossale et ça a été clairement démontré depuis 20 ans par différentes études, dont des prix Nobel d'économie, qui disent que la corrélation entre le taux de consommation et le taux de joie de vivre, elle est extrêmement faible. À chacun de prendre ses responsabilités. Bon, moi ce que je voudrais vous parler un tout petit peu, c'est très rapide, c'est l'évolution de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est quand même là où se produit la valeur d'utilité. Comment elle va évoluer ? D'abord, ce ne sera plus une entreprise qui va fonctionner dans une économie de masse, de prix bas et de productivité. C'est une économie qui va fonctionner sur la notion de niche, de proximité, une notion de valeur d'utilité, de haute valeur d'utilité, et la notion de virtuosité.
Je pense que ce que nous aurons à faire demain pour satisfaire les choses essentielles va demander de plus en plus de virtuosité et de savoir-faire. C'est une économie qui sera faite sur base de réseaux collaboratifs, de petites entités autonomes et plus des gros monstres que l'on a connus. Les grosses multinationales vont s'effondrer les unes après les autres, elles sont en train de s'effondrer d'ailleurs. Je voudrais là dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Je crois que l'entreprise de demain, ce sera plus une entreprise essentiellement de salariés, mais d'associés. Je crois que le salariat a été une très belle invention pour déprécariser le travail et l'emploi pour les sociétés industrielles, mais on n'est plus dans ce schéma-là. Donc je pense qu'on est de plus en plus dans des associations de gens qui vont prendre le risque pour pouvoir créer un projet commun et non non plus d'être dans la logique du salariat. Ça, c'est ce que je crois profondément. Je pense qu'on est bien dans quelque chose qui est curieux, parce qu'il y a eu quelqu'un qu'on a un peu oublié malheureusement, qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon. Et Pierre-Joseph Proudhon, qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'anarcho-syndicalisme, donc c'est deux mots qui font peur aujourd'hui, l'anarchisme et le syndicalisme. En fait, c'est pas ça que voulaient dire ces mots-là à cette époque-là, c'est le plus grand ennemi de Marx. Et Proudhon avait clairement dit, si on veut que le monde ouvrier sorte de l'assujettissement industriel, il faut que les ouvriers deviennent eux-mêmes des associés, deviennent eux-mêmes des créateurs de leur propre travail, de leur propre emploi. C'est tout à fait à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des petites start-up n'ont pas d'employés et fonctionnent avec des associés qui ont un projet commun et qui le lancent et qui n'a pas besoin de devenir très gros d'ailleurs. La taille n'a plus tellement d'importance, c'est pas en devenant une grosse entreprise qu'on est une belle entreprise. Voilà. Donc il faut un projet. Ça, c'est le plus difficile. Qu'est-ce que c'est un beau projet d'entreprise? Comment on va fédérer les énergies? Comment on va fédérer des talents? Comment on va fédérer des courages pour faire quelque chose qui soit utile à ceux qui nous entourent? C'est une entreprise qui va être fortement robotisée et algorithmisée, bien sûr. Je pense que c'est un peu un combat d'arrière-garde de croire qu'on va pouvoir échapper à la robotisation et à l'algorithmisation. Il n'y a pas de raison d'ailleurs, parce que ce sont deux beaux moyens de rendre le travail humain beaucoup moins dur, beaucoup moins pénible, beaucoup moins dangereux. Mais ce n'est pas une panacée. Et voilà, ce sont des entreprises qui vont être donc petites, mais densément connectées entre elles. Sans intermédiaire. Pourquoi? Parce que la relation directe entre le producteur, le consommateur, bref, toutes les parties prenantes, est aujourd'hui tout à fait possible avec les plateformes de contact direct. Donc voilà, on est en train de révolutionner complètement le mode de travail, le mode de fonctionnement. Et ce que moi j'espère, c'est que les gens qui aujourd'hui ont la responsabilité terrible de former les entrepreneurs et les managers de demain comprennent qu'on n'est plus du tout dans le modèle qui était celui d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Voilà.